Allô, bon, bien. Allô, je commence en bafouillant. Ça commence bien mon affaire aujourd'hui. Hey, je reçois Annie Prévost, Annie de Au jour le jour. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette série-là d'entrevues qui s'appelle Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre parce que je trouve que pour ne pas perdre son temps, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de se connaître, de choisir et de se prioriser. Puis je pense que dans ton approche, c'est vraiment ce que tu amènes les femmes à faire. Une de tes phrases qu'on entend souvent, c'est fous-toi la paix, apprends à te foutre la paix. Fait que ce que j'avais envie de savoir de toi aujourd'hui, Annie, ben d'abord, encore une fois, bienvenue. Merci d'être là. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te foutre la paix à ce point-là? On commence avec la grande question. Bien, d'abord, Ouais. merci. Merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là. Ta série d'entrevues m'interpelle aussi beaucoup parce que définitivement, je pense que on a juste une vie à vivre, que le temps passe très vite et c'est une prise de conscience que j'ai fait relativement tard dans ma vie. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi parce que j'ai traversé des épreuves qui m'ont un peu donné cette impulsion-là, ce désir-là de vraiment m'aligner, de vivre à fond des choses qui me correspondaient à 100%. Et c'est ce qui m'a amené lentement, mais sûrement dans mon processus à faire ce que je fais aujourd'hui, de vraiment aider les femmes à se choisir, à s'aligner à une vie qu'elles veulent vraiment et apprendre à se connaître aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir me foutre la paix? Ben écoute, il faudrait qu'on recule quand même assez loin, comme beaucoup, je pense, de femmes qui te suivent. J'avais cette petite tendance hyper performante, perfectionniste, Mère Teresa veut sauver le monde entier. Puis j'ai ça dans mon ADN littéralement depuis la petite enfance. Là. Vraiment, j'étais l'enfant qui était impliqué dans tous les comités, qui allait parler à tout le monde dans la cour d'école pour m'assurer que tout le monde allait bien. Tu sais, j'ai fait du gardiennage, j'ai animé dans des camps de jour. J'avais vraiment ça de façon très naturelle et on ne m'a pas forcément appris, comme beaucoup de gens d'ailleurs, à gérer ça, hein? À gérer mon énergie, à préserver mon énergie, à prendre soin de moi là-dedans, à mettre des limites. Je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, c'était toujours les autres avant moi et dans tout. Donc, dans le travail, à l'école d'abord, ensuite dans mes amitiés, ensuite dans mes relations amoureuses, ensuite dans le travail. Et bon an, mal an, avec les années et tout ça, à un moment donné, je me suis juste rendu compte que ce n'était pas un mode de fonctionnement qui était optimal, je pense. Hein? Ça m'a conduit à un épuisement. Donc, dans tous mes choix de carrière, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'intervention depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai d'abord travaillé comme intervenante avec des enfants à besoins particuliers. Après ça, je me suis développée dans le domaine de la petite enfance. J'ai enseigné au cégep en éducation à l'enfance pendant plusieurs années aussi. Wow. Et c'est dans ces domaines-là que j'ai frappé un mur, un burn-out, et que j'ai justement pas eu le choix de me redéfinir, d'apprendre à connaître vraiment mes besoins, de les écouter et de savoir ce que je voulais dans le fond, puis de me dire, OK, tiens, peut-être que je ne suis pas toujours obligée de dire oui à tout le monde. Peut-être que j'ai le droit aussi de m'accorder du temps et d'exister à part entière, puis pas toujours être en fonction des autres. Et c'est vraiment ce qui m'a amenée là. Mais là, je ne veux pas comme parler pendant 20 minutes, fait que je vais te laisser le temps. Oui, parce que là, j'écoute puis je me disais... Vas-y, gêne-toi pas. Là, je t'ai oublié. D'habitude, je le demande avant l'entrevue. Est-ce que tu dis ton âge? J'ai absolument aucun tabou avec mon âge. J'ai eu 37 ans en juin. Oui. Donc, j'approche la quarantaine. Puis pour moi, c'est frappant, là, ce 37-là, parce que moi, j'ai comme eu vraiment des points précis dans ma vie. À 18 ans, à 30 ans, à 35 ans. À 18 ans, je suis tombée dans une falaise. J'ai passé à 2 doigts de la mort. Ça a été vraiment un événement hyper révélateur pour moi où là, j'ai vécu une certaine transformation. À 30 ans, ça a été mon burn-out. Et à 35 ans, je me suis séparée du père de mes enfants avec qui j'étais depuis 12 ans. Là, c'était un peu au niveau de mes relations que je m'oubliais encore. Donc, j'ai comme réglé ça. Fait que j'ai réglé à 18 ans une chose, à 30 ans au niveau professionnel, puis à 35 ans vraiment plus au niveau amoureux relationnel. Donc, j'ai vraiment ces points-là. Fait qu'aujourd'hui, 37 ans, j'ai encore du chemin à faire, c'est certain. Je suis encore jeune, mais disons que quand même, je peux dire que je me sens plus libérée que je ne l'ai jamais été dans toute ma vie.
Mais j'aime ça parce que c'est vraiment ça, c'est que je veux montrer aux femmes aussi qu'il n'y a pas d'âge pour décider de changer, de faire une transition, de modifier sa vie et son parcours. Tu le disais, tu as travaillé dans l'enseignement, tu as travaillé dans les services à la petite enfance, tu as fait plein de choses. Mais est-ce que tu es retournée après ton arrêt de travail? Est-ce que tu es retournée dans ce domaine-là? Oui. Ouais. Parce que ça n'avait pas été naturel sur le coup que la meilleure décision à faire pour moi, c'était de m'éloigner de ce milieu-là. Je n'ai pas fait ce lien-là tout de suite. Dans le fond, moi, c'est pas le milieu en soi, mais en partie, il y avait beaucoup de frustration, il y avait des défis pour moi. Et comme j'ai un sens de la justice qui est très, très fort et qu'on va se dire les vraies affaires dans le domaine public, tant au niveau du cégep que des services de garde, des CPE, les organismes communautaires, il y a beaucoup d'injustices à différents niveaux, au niveau politique, niveau financier, niveau de comment on traite les gens qui travaillent dans ces milieux-là. Et je me levais chaque matin, j'allais travailler, j'adorais mon travail, j'avais une passion extraordinaire et j'aimais enseigner comme j'aime encore enseigner aujourd'hui, mais le système, la boîte dans laquelle j'étais me fâchait au plus haut point et j'étais toujours en colère. Toujours. Je revenais du travail, j'aurais pris tous les enfants dans certaines garderies où je suis allée superviser des stages, j'aurais pris les enfants, je les aurais tous amenés chez moi tellement il y avait des aberrations et j'étais toujours en colère. Donc, est venu le burn-out. Je n'ai pas réalisé que c'est parce que j'étais en colère après la boîte dans laquelle j'étais. J'ai pensé que c'était vraiment moi, ça l'était en partie, moi, ma façon de gérer mon temps, la façon de gérer mon énergie et tout ça. Puis donc, comme à peu près tout le monde, après mon arrêt de travail, mon premier réflexe a été de retourner au travail. Et ça n'a pas pris 3 semaines qu'une grande partie des symptômes revenaient au grand galop, là, vraiment. Et c'est ma psychologue qui m'a dit, tu sais, il y a quelque chose, là. Tu as travaillé sur toi, tu as mis des choses en place et tout ça. Puis malgré ça, il y a encore ce frein-là, il y a encore cette colère-là qui est en train de te ronger de l'intérieur. Et ça ne faisait pas de sens de continuer comme ça. Et j'avais déjà d'autres projets autour de cet emploi-là. J'avais déjà une entreprise. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là. Donc, j'ai juste pris la meilleure décision pour moi. Ça a été d'essayer de me laisser la chance de quitter le milieu de la petite enfance at large et ça a été une coupure très dure. J'aimais beaucoup mes collègues. J'ai encore une belle relation avec plein d'étudiantes que j'ai eues au cégep. Ça a été dur, mais c'était la meilleure chose à faire pour moi parce que je me suis dit, je peux continuer de contribuer de la même façon dans la société sans contribuer dans ce type d'organisation-là. Et c'est ce qui m'a aidé à faire la paix puis à dire, je vais aller comme contribuer ailleurs. Et ça m'a rapproché de ma véritable et fondamentale mission. Et ce n'était pas de travailler avec les enfants, finalement. C'était vraiment de travailler avec les femmes. Donc, c'est une bonne nouvelle. La vie m'a amenée juste sur le bon chemin. Je pense que ces épreuves-là, c'est ce qu'elles m'ont permis de faire, de prendre conscience que j'étais peut-être pas exactement là où je devais être pour apporter tout ce que j'avais à apporter sur Terre. Là, tu travailles avec les mères des enfants. Fait que des fois, ça peut peut-être... les mères, j'ai plein de clientes qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants avec les femmes en général, mais moi, quand j'étais à l'université en intervention, j'étais reconnue pour être celle qui dit, moi, je ne travaillerai jamais avec les adultes. J'aime pas ça, je ne travaillerai jamais avec les adultes. Je suis pas capable. Non, moi, c'est les enfants. Puis, tout le temps, là, puis ça revenait tout le temps. Puis, dans mes cours de psycho, puis à chaque fois qu'on faisait des ateliers pratiques ou qu'on pratiquait des techniques d'intervention, moi, j'étais toujours non. Et ce que j'ai traversé m'a juste fait réaliser que ce qui m'empêchait d'aller vers ça, c'était plus toutes sortes de croyances, de peurs que j'avais et que je n'avais pas forcément abordées face à moi. Et mon burn-out m'a permis d'aborder ça, de travailler ces aspects-là et de réaliser qu'au fond, celle que j'avais le plus envie d'aider, c'est celle qui traversait le même genre d'épreuve que moi. Parce que, un peu comme un phare, j'avais juste envie de dire, j'ai vécu. J'ai vu ce chemin-là. Puis, je ne veux pas te dire quoi faire, mais je veux juste mettre de la lumière là où peut-être tu aurais envie de te poser des questions, puis là où peut-être tu aurais envie de mettre des choses en place avant de frapper un mur. Parce que moi, je ne l'ai pas frappé juste un peu. Je suis vraiment allée dans l'extrême de ce qu'on peut aller dans un burn-out. C'est-à-dire que moi, mes fonctions physiologiques ont pratiquement arrêté. Je veux dire, je me suis juste pas levée physiquement. Donc, c'est pas je commence à avoir des symptômes dépressifs et tout ça. C'est vraiment, les symptômes dépressifs, je les endurais depuis presque 2 ans et je continuais de fonctionner. C'est le corps qui a arrêté de répondre. C'est le corps qui a dit là, tu vas m'écouter, c'est assez. Puis je me suis juste pas levée. Puis là, ça a été terrible parce que j'enseignais ce jour-là. Puis j'ai fait comme là, il faut que j'appelle. Puis je dis, je peux pas y aller.
C'est impossible pour moi de sortir de mon lit ce matin, là. Je ne peux pas y aller, puis je ne peux plus y aller, jamais. Et ça a été vraiment difficile, mais comme je me suis rendue là, dans cet extrême-là, j'ai le goût de dire aux gens comme red flag, il y a un petit drapeau, là, puis il y a plein de choses que j'aurais pu voir avant, que je n'ai pas vues et que maintenant j'ai conscience de ne pas avoir vues. Puis, mais c'est ça, c'est que c'est d'appeler la vulnérabilité, puis on n'est pas habitué à ça, hein? On n'est pas conditionné, mais on est conditionné au contraire, là, à continuer d'avancer, puis à te foncer, puis à être forte. Donc, cet accès à la vulnérabilité-là, puis de pouvoir l'assumer, c'est pas un chemin qui est facile à faire. Ça ne l'était pas pour moi. J'étais beaucoup dans l'énergie masculine longtemps, toute ma vie. J'ai été élevée avec des frères. J'ai eu un milieu familial assez difficile dans lequel j'ai eu à devenir un adulte très jeune et à m'auto-gérer toute seule, ce qui fait que j'ai rapidement intégré le fait que être vulnérable, c'était me mettre en danger, c'était ne pas être capable de fonctionner. Je ne pouvais pas m'autoriser ou me permettre d'être faible, d'être triste, d'être... Tu sais, puis on m'a dit... Moi, j'étais une enfant hypersensible, je pleurais beaucoup, puis on m'a dit toute mon enfance, arrête de pleurer, t'as pas besoin de pleurer, ça sert à rien de pleurer. C'est vraiment... Donc, j'ai vraiment fini par intégrer ça et, tu sais, de vraiment comme entrer au plus profond de moi tous ces sentiments-là pour éviter qu'ils ressortent, que ça paraisse, au point où j'étais au plus cœur de ma dépression, ça allait vraiment pas. Puis je suis allée travailler, j'enseignais et j'ai une étudiante qui me dit « C'est le fun, t'as toujours le sourire, c'est tellement agréable, tu sais, t'as l'air tellement toujours heureuse, nanana. » Et là, tu sais, j'ai souri, merci, mais dans ma tête, ça a fait comme ça n'a juste aucun bon sens. Aucun. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est tellement loin de ce que je suis en train de vivre en dedans de moi. J'ai juste le goût comme de me liquéfier sur le plancher alors qu'elle me dit ça. Puis là, je fais comme « I ». Ouais. C'est comme... Et là, on était proche, vraiment proche de la fin, là. On était peut-être à 2 mois de quand vraiment ça a été la fin, mais qu'elle me dise ça, j'ai fait comme... Puis aujourd'hui, je regarde des photos de cette époque-là, puis je veux dire, je n'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux, mais j'ai le regard éteint. On peut sourire, mais il peut avoir dans un regard. C'était mon cas à ce moment-là. Mais là, quand on te suit maintenant, des fois, si vous ne la suivez pas, je vais mettre les liens de toute façon en dessous de la vidéo, mais vous pouvez la suivre sur Instagram, je pense principalement, on en reparlera après, mais dans ses stories, des fois, elle nous met des petites phrases. Là. Ça nous fait tellement du bien de juste faire « Ouais, peut-être que je pourrais arrêter aujourd'hui. Peut-être que c'est assez. Peut-être que j'ai assez tiré sur ma corde parce que c'est ça que j'aime avec toi, c'est que moi, je suis prof de yoga, puis j'apprends, puis j'intègre, mais comme je te disais avant l'entrevue, j'ai pas fait de burn-out. Je me suis pas rendue. J'ai comme fait, non, c'est là que je m'en vais, puis ça va s'arrêter là. Mais ce qui fait que j'ai encore un peu le pattern de « OK, ben il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Mais j'apprends parce que, tu vois, cette semaine, j'avais planifié mes entrevues lundi, mardi. On a eu à déplacer la nôtre et j'avais de l'espace. On se serait parlé il y a 3 ans. J'aurais paniqué. Tout aurait été booké mur à mur. Puis ça n'aurait pas été 3 entrevues par jour. Ça aurait été 6. Puis, tu sais, là, j'ai quand même appris. Mais quand je t'écoute, ça fait du bien de faire OK, ouais, je peux peut-être arrêter aujourd'hui. Je n'ai peut-être assez fait. J'ai assez tiré sur ma corde. Mais je vais te faire une confession. Même quand on a vécu un burn-out, c'est excessivement difficile de se défaire de ces ancrages qu'on a depuis souvent tellement longtemps. On a intériorisé ces façons de fonctionner-là. Tu le dis, notre société est construite sur cette philosophie de performance, de réussite, de travailler fort, de travailler dur pour réussir. Ce qui fait que inconsciemment, notre premier réflexe, c'est souvent d'aller vers ce genre de mécanisme-là. Et ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on, comme toi, commence à prendre un certain recul et à dire « Oups! » Je me rends compte que je suis encore en train de dériver et je me ramène dans le chemin. Parce que c'est faux de croire que à un moment donné, tout va être beau, tout va être rose. Je pense que c'est un travail d'une vie et je le dis toujours aux femmes que j'accompagne. C'est pas parce que tu fais un programme, c'est pas parce que tu fais une thérapie que là, du jour au lendemain, ça va être comme si tu n'avais jamais vécu cet épuisement-là ou comme si tu n'avais jamais été ce que tu as été. Ça reste en toi. Et moi, mon travail, c'est juste de t'apprendre à être plus attentive à ce qui se passe en toi, donc à détecter les signaux,
à te poser les bonnes questions et donc à être capable de t'ajuster et de te réajuster lorsque ça va être nécessaire, pas de te guérir pleinement, parce que je compare souvent l'épuisement à n'importe quelle autre dépendance. Beaucoup de femmes qui vont s'épuiser ont une certaine forme de dépendance à la performance. Ouais. On ne guérit jamais réellement d'une dépendance. C'est très fort en nous. On apprend à vivre avec. Et je pense qu'on reste fragilisé à vie. Et même celles qui ne se sont pas rendues au burn-out, mais qui ont ces réflexes-là, restent fragilisées. Alors, elles doivent être attentives vraiment aux signaux. Alors, même moi encore, aujourd'hui, même si je dis aux gens de se foutre la paix, puis j'ai une approche très authentique et je dis les choses telles qu'elles sont. Puis quand j'ai des hauts, quand j'ai des bas, je les partage parce que je suis beaucoup dans la normalisation des émotions. Je suis un peu tannée de la positivité toxique. J'ai été moi-même dans cette positivité toxique-là quand j'ai commencé comme coach, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est genre, il n'y a aucune excuse. Puis, tu sais, c'est comme, j'avais beaucoup cette approche-là. Et au fil de mes apprentissages, de mes lectures, j'ai découvert des auteurs, des philosophies, des approches qui me correspondaient davantage, de dire comme, une émotion négative est autant saine qu'une émotion positive. Puis même là, je préfère parler en termes d'émotions utiles et inutiles. Donc, comme arrêter de se faire croire qu'il faut toujours sourire, qu'il faut toujours que ça aille bien, puis il faut aller faire 3-4 affirmations positives, puis chasser vite, vite, vite les émotions qui sont désagréables. Je ne suis plus là-dedans aujourd'hui. Et c'est là qu'est né le se foutre la paix, dans le sens où, pour moi, se foutre la paix, c'est littéralement d'arrêter de vouloir se mettre quelque forme de pression que ce soit d'être quelque chose, de faire quelque chose. Tu sais, c'est de toujours, là, il faut que je sois ça, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois... Non! C'est comme, se foutre la paix, c'est juste d'être dans l'acceptation de ce qui est maintenant en toi, que ce soit beau, que ce soit laid, que tu aies le goût de pleurer, que tu aies le goût de te lancer dans les airs, de danser. C'est juste d'être dans cette acceptation-là, dans ce flot-là de vivre les choses lorsqu'elles sont là et de les adresser. Alors oui, ça foutrait la paix. C'est pas genre, il y en a qui sont comme, t'es dans une espèce de je m'en foutisme de tout. Absolument pas. C'est vraiment, vraiment pas ça. Et j'aime cette expression-là parce que je pense qu'on a littéralement besoin de ça. On s'en demande vraiment beaucoup et on est notre plus grande critique. On est notre plus grand bourreau. C'est toujours nous, souvent, qui se mettons la majorité de la pression qu'on a dans notre propre vie. Tu sais, quand tu prends du recul puis que tu te demandes, ouais, mais qui m'a demandé ça, dans le fond? Finalement, c'est juste moi-même qui me suis demandé ça. C'est moi qui m'impose ça, là. C'est pas les autres. Fait qu'il y a aussi tout le courant de se responsabiliser aussi de nos choix, là. Tu sais, c'est pas comme la COVID, les autres, la société. Non. Reprends la responsabilité. C'est à toi de te foutre la paix. C'est pas au monde entier de te foutre la paix, c'est à toi de te foutre la paix. Fait que c'est de ça aussi. Puis, tu parles souvent, parce que ça me fait penser à l'intuition, ce que tu dis, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on... Puis tu parles souvent de planification intuitive. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi pour toi la planification intuitive? Ça, c'est une autre belle affaire. Quand j'ai commencé comme coach, j'étais beaucoup dans la gestion du temps, la planification, puis il y a beaucoup de coachs en prévention d'épuisement ou des coachs post-burnout qui vont aller dans ça. Et je me suis rendu compte que j'étais encore dans mes mécanismes de performance dans la planification. Et je vois beaucoup de gens faire ça, puis j'ai beaucoup de clientes, souvent, ils vont commencer à planifier, puis ils vont figer parce que là, j'ai pas les bons crayons, ou ça sera pas assez beau, puis ils ont comme peur de rater leur planification, tu sais. Puis là, on se voit que même quand on essaie d'aller chercher des outils pour nous aider à se créer de l'espace pour nous, ben finalement, on continue quand même de se taper sur la tête là-dedans, puis on finit par ne pas le faire. Donc, planification intuitive, pour moi, là, c'est que c'est possible d'avoir une structure, mais une structure qui est flexible et qui va être 100% basée sur ce ressenti-là que tu as en toi. Donc, ça nécessite d'être à l'écoute continuellement de tes émotions, de tes ressentis physiques, de ce qui se passe en dedans de toi
Donc, on est dans une planification, mais qui est en pleine conscience. Oui. Donc, ça veut dire que oui, tu peux très bien le lundi te faire un plan un peu de ta semaine puis avoir une direction. Comme tu rentrerais une adresse dans un GPS pour te rendre à une destination, c'est parfait. Tu sais, ça te permet de prévoir certaines choses, de t'organiser, d'avertir les gens, de te structurer, c'est parfait. Sauf qu'en cours de route, ça se peut qu'il y ait un pneu qui éclate, ça se peut que finalement, il y ait du trafic et que Google te propose un raccourci. Oui. Ça se peut qu'il y ait un détour parce qu'il y a des travaux. Ça se peut que finalement, tu manques d'essence. Il peut arriver beaucoup de choses, même si tu avais mis une destination dans ton GPS. Alors, tu as deux choix. Soit une fois qu'on te demande de changer de chemin, tu figes là, tu stationnes ta voiture, puis tu pleures, puis tu fais comme « je peux plus rien faire ». Ou tu dis « je change de chemin ». Je change de chemin parce que l'important au final, c'est juste d'avancer vers la direction. Ça se peut que ça prenne plus de temps, ça se peut que le paysage ne soit pas tout à fait comme je l'avais prévu, mais on va se rendre quand même. Donc, c'est vraiment ça la planification intuitive, c'est de s'autoriser à se dire « OK, il faut que je fasse un changement, il faut que je me réajuste. Ce n'est pas en cohérence, ce n'est pas optimal pour moi. » Même si tu dis que le lundi, tu fais de la planification de contenu parce que tu es entrepreneur, mettons que tu es dans TSPM, que tu te sens comme de la merde et que tu n'as vraiment pas envie de te prendre en photo, tu n'as pas envie de filmer des trucs, tu n'as pas envie qu'on te voit, tu as juste le goût d'aller te cacher, tu ne te sens pas créative. Forcer ta planification parce que tu l'as mis dans ton agenda, c'est la chose la moins efficace au monde. Parce que finalement, ça va peut-être passer 1, 2, 3, 4 heures avec zéro résultat. Mais littéralement zéro. Et ça va probablement amplifier ton état de détresse parce que là, tu vas te taper sur la tête, tu vas être dans la culpabilisation, puis je suis pas bonne, puis j'y arrive pas, puis parce que tu n'es pas du tout dans ton flow créatif. Alors que d'être dans la planification intuitive, ça va être de dire, OK, là, je me sens comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire que j'avais prévu dans ma semaine ou qui est quand même à faire, qui est quand même dans les priorités, mais qui serait peut-être plus aligné avec mon état d'esprit actuel? Est-ce que j'ai des tâches automatiques qui ne me demandent pas un état d'esprit en particulier? Est-ce que je ne pourrais pas, je ne sais pas moi, faire un peu de ménage dans mon bureau? Je savais que c'était à faire. Ou rentrer des chiffres dans mon logiciel de gestion comptable ou peu importe. Puis ça va dépendre pour chaque femme. Il y en a que rentrer des chiffres, c'est la pire chose au monde. Là. Moi, ça se peut que c'est juste aller prendre une marche aussi. Oui, c'est ça. C'est même pas juste forcément des choses qui sont reliées à ton entreprise. C'est juste quelque chose que tu sais qu'anyway, tu aurais fait, mais est-ce que je peux pas faire un switch? Oui. Puis avec le temps, on apprend à se connaître aussi. Donc, on planifie en pleine conscience de qui on est. Et donc, on sait peut-être que la semaine avant nos règles, on ne va peut-être pas faire ce type d'action-là. Ça ne donne rien. On finit par expérimenter assez pour dire, je sais, moi, que le lundi matin, c'est plus ça mon énergie de façon générale. Alors, je vais pas faire exprès de me surcharger quand je sais très bien que je me sens comme ça de façon générale. Mais pour ça, ça demande du recul et de l'auto-observation. Et c'est là le mot intuitif qui est hyper intéressant parce que pour que l'intuition soit là, ben, il faut être connecté à ce qui se passe en dedans de nous. Si on est juste dans le faire et qu'on fonctionne comme un robot parce qu'on sait qu'il faut faire ça de cette façon-là, ben, OK, mais est-ce que ce serait pas possible qu'il y ait d'autres moyens d'arriver au même résultat? Et moi, j'aime aussi beaucoup parler de planification en termes de pourquoi plutôt qu'en termes de comment. Dans le sens où si tu te dis, moi, je sais que ce pourquoi-là, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me sentir plus énergisée, OK? Bien, au lieu de planifier, de dire, OK, tous les mardis, je vais faire tel type d'entraînement, bien, je vais plus me dire, les mardis, je vais m'occuper de ce pourquoi-là, qui est de prendre soin de moi. Et quand je vais arriver là, je vais me dire, Annie, selon comment tu te sens aujourd'hui, selon ce qui se passe en toi, quel est le moyen qui pourrait le mieux servir ton pourquoi? Est-ce que c'est réellement cet entraînement-là ou ça serait peut-être une marche ou ça serait peut-être d'aller nager ou ça serait peut-être de faire du yoga ou ça serait donc de se donner la flexibilité de changer d'idée, de s'ajuster, mais ce n'est pas de délaisser ses objectifs. Mais non, parce que tu sais, tu es une mère, tu es une entrepreneur, tu as plein de choses à gérer comme toutes les femmes, mais c'est juste d'apprendre à
tu me fais penser au livre Avaler votre crapaud, qui, moi, ça marche pas avec moi. Moi, là, Ah. avaler mon crapaud le matin en me levant, là, pas capable. J'adore ça! Valérie, si tu savais, là, c'est pareil pour moi. Tu sais, comme je dis, quand j'ai commencé comme entrepreneur, j'ai suivi le chemin de tout le monde. J'ai lu plein de livres de développement personnel jusqu'à un moment donné où j'ai fait comme non. Non! Il y en a tellement qui sont beaucoup dans la performance. Pas de méthode. Bon, j'ai trouvé des auteurs extraordinaires qui, justement, disent pas mal la même chose que moi, notamment un livre extraordinaire d'un psychologue québécois qui s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux », qui a été extrêmement révélateur pour moi. C'est un psychologue qui est spécialisé en prévention du suicide, qui a travaillé au niveau des lignes d'écoute pour le suicide au Québec. Et, oh mon doux, ça m'a fait tellement du bien. Aussi, toute l'approche de, ben oui, la pleine conscience, oui, et aussi l'ACT qu'on appelle, fait que ça, c'est comme la thérapie par l'engagement. OK. Et ça, c'est Ross Harris. Qui a, moi, écrit Le Grand Saut. Ça a été celui avec lequel j'ai découvert, mais il a aussi écrit Le Piège du bonheur et plein d'autres livres de Happiness Trap. Ça aussi, c'est dans cette approche-là de dire, il n'y a pas de mal. Tu sais, notre cerveau est fait comme ça. Tu es fondamentalement un être de polarité. Arrête de penser que c'est mal d'avoir des pensées négatives. Ton cerveau en aura toujours, même si tu fais du développement personnel, du yoga, que tu utilises des huiles essentielles, peu importe, va rester un être de polarité et il va y avoir des matins où tu vas te lever et que tu vas avoir envie de dire fuck the world. C'est comme, c'est humain. Oui. Et au lieu de se battre contre ça, est-ce qu'on peut juste apprendre à l'adresser? Oui. Juste, OK, il y a quelque chose en moi, j'ai ce message-là, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'apaiser ou pour me faire du bien, mais je vais l'écouter. Au lieu de faire comme, non, moi, il faut que je fonctionne, je rentre dans la performance et je mets tout ça dans une petite boîte secrète qui, à un moment donné, va être bien, bien, bien pleine. Et là, tu n'aimeras pas ce qui va arriver à ce moment-là. Ce ne sera peut-être pas un burn-out. Tu vas peut-être faire une crise de panique. Tu vas peut-être te mettre à crier après tes enfants ou après ton chum, puis après ça, tu vas faire « Oh mon Dieu, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. » Parce que là, à un moment donné, c'était full. Là. c'est comme un refoulement d'égout que j'appelle souvent moi. Avec les émotions qu'on a. C'est ça. Puis ça sent pas bon. Puis c'est pas le fun, puis ça coûte cher avec les assurances. Donc, rentre pas jusque-là. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ah, j'aime vraiment ça parce qu'il y a tellement de pression qui se met partout. Puis moi, quand j'ai découvert le yoga, c'était pas un yoga de performance. J'en ai fait, mais c'est pas ça qui m'a accroché. C'est pas ça qui a fait que j'ai continué, puis j'ai persévéré, puis j'ai eu envie de le partager. C'était un yoga qui était très doux, très dans le respect du corps. J'ai fait, on peut se sentir comme, tu sais, c'était sortir de la performance complètement, puis juste être ce qu'on avait envie d'être à ce moment-là. Fait que ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis je trouve que ça rejoint ce que tu transmets aujourd'hui. Puis quand tu nous parles aussi de la procrastination, à un moment donné, j'ai fait un post sur la procrastination. Puis tu es venu commenter, puis c'était super intéressant. Moi, j'aime toujours ça. Parce que c'est vrai que j'ai la croyance que si tu procrastines, des fois, c'est un peu de ta faute ou c'est ta responsabilité. Ouais, c'est ça. Puis j'avais le goût qu'on en parle aujourd'hui parce que, mais je suis comme toi, là, je planifie vraiment, je me culpabilise pas s'il y a quelque chose que j'avais prévu faire, puis je le fais pas. C'est pas, là, je me mets pas dans j'ai procrastiné, je suis paresseuse. Je me suis longtemps dit ça, mais ça, c'est réglé aussi. Je suis plus paresseuse. Je le sais que je suis pas paresseuse. Mais en même temps, j'ai envie de t'entendre sur la procrastination parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « moi, je procrastine, mais oui, mais pourquoi? » Oui, puis, tu sais, j'ai pas inventé la roue, là. Quand je parle de procrastination, je m'inspire largement de Mel Robbins, qui est une auteure célèbre, extraordinaire, dont j'adore l'approche. Et c'est aussi une femme qui, tu sais, elle va pas te dire, genre, reste assis sur ton divan puis regarde le plafond. C'est pas ça l'idée, là. C'est comme, oui, il y a une certaine forme de wake-up call dans ce qu'elle transmet, mais ce qu'elle nous dit, et c'est vrai et c'est très révélateur, c'est drôle qu'on en parle là parce que c'est de ça que je parlais aussi hier, il y a une association très, très claire entre perfectionnisme, ensuite peur de l'échec qui va mener à la procrastination. Donc, pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, la procrastination devient un mécanisme de défense contre soi-même.
C'est-à-dire que ces actions-là que tu procrastines, ce sont souvent des actions dans lesquelles tu es très exigeante envers toi-même et que tu as expérimenté le fait de te taper sur la tête, d'échouer ou de te trouver pas bonne ou pas suffisante et qu'à un moment donné, il y a un blocage physique. Parce que c'est ça la procrastination. Tu sais, on se dit, mais voyons, je le sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est comme, je ne suis pas capable. C'est vraiment ça. C'est comme si notre corps faisait comme non, tu le feras pas. Tu sais, c'est fâchant, puis c'est là que le cerveau lui dit ah ouais, lève du divan, mais ton corps, lui, il veut pas. Donc, c'est comme si tu étais venu à te défendre de tes propres exigences, du fait que tu te tapes sur la tête, et c'est pour ça que tu développes une certaine forme. J'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur de ne pas être bonne, j'ai tellement peur de ne pas réussir que vaut mieux ne rien faire que de prendre ce risque-là. Ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup ça. Alors maintenant, on fait quoi avec ça? Parce que c'est beau de comprendre ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on arrive pris dans la procrastination, déjà, il y a des questions à se poser. Ces actions-là, est-ce que, de un, c'est les bonnes actions? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que je pourrais employer qui me permettraient d'arriver au même résultat, au même pourquoi? Ça, c'est une des choses que je peux regarder. Donc, en expérimentant d'autres moyens, peut-être que je vais être moins dans la procrastination. On revient à l'exemple de l'entraînement de tantôt. Ouais. Je procrastine toujours mon entraînement. Est-ce que ça se pourrait que ça ne soit pas forcément la façon de bouger qui te convienne le mieux? Déjà, essaie autre chose. Ça peut être une piste. Deuxième chose, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu choisis vraiment les meilleurs moments quand c'est optimal dans ton énergie pour faire ces actions-là? Troisième chose, est-ce que ça se pourrait que tu te mettes un peu trop de pression? Tu sais, ça se pourrait-tu que tu puisses faire moins pour arriver au même résultat et que ça serait satisfaisant? Ouais. Fait que moi, j'aime bien dire quel est le minimum requis pour avoir le résultat nécessaire et satisfaisant. Pas le résultat, wow, le résultat le progrès. Genre, exemple, j'aime bien utiliser mes exemples de pliage de linge parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses, moi, que je sac dans des bacs, dans les tiroirs, tu sais, que je plie plus. Ça dans les bobettes, là, moi, je n'ai jamais compris pourquoi on s'obstinait à plier ça. Tu sais, j'ai un bac de sous-vêtements, puis je garoche ça dedans. Même chose pour les enfants, puis that's it. Les serviettes, ça a-tu vraiment besoin d'être plié d'une façon très précise? Est-ce qu'on a besoin de faire une crise d'urticaire quand notre chum ne les plie pas de la bonne façon? Ça, c'est une autre histoire. C'est pas grave. Fait que quel est le minimum requis pour que ce qu'on a de besoin soit fait? Et ça revient avec, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Dans le fond, à chaque fois que tu ne fais pas la chose parce que tu t'imposes trop de perfection, finalement, tu t'augmentes juste ton stress tout le temps de plus en plus. Tout ce que tu procrastines, là, même si tu te fais croire que c'est plus là, que tu te mets des œillères, là, c'est encore là. J'aime ça, puis il y a un exemple qui me vient parce que je suis dedans en ce moment. Je procrastine mon lavage de fenêtres parce que je me dis, c'est vraiment cette année, il faudrait que j'enlève mes fenêtres puis que je lave toutes les petites craques. Mais ça ne me tente pas. Ça me tente OK, mais tu sais, pas. C'est nécessaire. C'est niaiseux. Tu vois-tu par tes fenêtres en ce moment? Oui. Mais je pourrais juste leur passer un Windex sans avoir à tout enlever. Exact. On pourrait y aller avec le minimum pour cette année, puis peut-être que tu vas être full motivé l'année prochaine, puis tu vas avoir le goût de faire les cracks, ou tu pourrais appliquer ma super méthode de simplifie, délègue, élimine. Oui. Et en te demandant ma tâche de fenêtre, bon, je ne peux pas l'éliminer, on veut quand même un minimum d'entretien, oui. Ça coûte cher des fenêtres, puis bon. Fait qu'on ne l'élimine pas, c'est sûr. On peut la simplifier en choisissant de juste nettoyer la partie visible, puis pas forcément tout enlever. Mais on peut aussi décider de dire, est-ce que ce sera un investissement rentable pour moi de juste déléguer le lavage des fenêtres? Depuis tout ce temps-là où cette tâche-là prend de la place, moi, j'appelle ça des grugeurs d'énergie fantôme. Fait que ça, c'est sûr que tu te mets des œillères, tu fais semblant de ne pas voir, puis tu penses que ça va bien, mais qu'ils sont encore en quelque part dans ta tête puis qu'ils prennent de l'énergie. La fameuse charge mentale. Ouais. Ça gobe ton énergie. Toutes ces petites tâches-là là, qui sont là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faut que je me rappelle de ci, il faut que je me rappelle de ça. Tant que tu gardes ça là, ça te prend de l'énergie. Ça vide ta batterie. Fait que des fois, tu te dis, je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai rien fait. C'est pas vrai, ton cerveau, il fonctionne à 1000 à l'heure. Lui, il en prend des calories. Là. Démontré, là. Ça va. Ton fonctionnement cérébral te fait dépenser de l'énergie. Là. Je raconte rien de... Oh, oui, non, ça, c'est épuisant. Donc, et c'est ce qui fait qu'on s'en va vers un épuisement aussi, la charge mentale. On en parle vraiment beaucoup, particulièrement chez les femmes qui souvent vont porter la responsabilité de se rappeler des choses de tout le monde dans la maison, y compris le conjoint, là, les rendez-vous, les choses. Donc, débarrasse-toi-en, puis vaut mieux t'en débarrasser en le faisant
moindrement ou pas parfaitement que de le garder ici en espérant qu'éventuellement, tu vas avoir le temps de l'adresser pour que ce soit parfait. À qui ça sert, dans le fond, ces standards-là? Puis c'est pour ça que je disais, tu vois ça à travers tes fenêtres? Bon, OK, c'est peut-être pas la priorité absolue en ce moment. Ouais. À un moment donné, se foutre la paix, c'est ça aussi, de se dire comme, je peux pas tout accomplir et tout faire en même temps. Il n'y a pas un humain qui va pouvoir le réussir. Et je m'excuse, mais on n'a pas été créé pour ça. On retourne à l'époque des Cro-Magnons, puis la seule activité qu'on avait, c'était de se trouver à manger, de dormir, puis de Avoir survivre. des enfants. Ouais, c'est à peu près tout. Les garder vivants. Notre corps, le fonctionnement de notre système est créé pour ça. Fait que pourquoi là, le stress est en train de rendre tout le monde malade? Parce qu'on n'est pas fait pour être stressé de même. OK? On est fait pour, de temps en temps, on croise un lion puis on panique, là, mais on ne croise pas un lion comme 8 heures par jour là, quand on est un humain. Mais quand tu es stressé à côté, là, c'est comme si tu croisais un lion à longueur de journée. Ton corps ne fonctionne pas, fait que ça te rend malade. Fait qu'à un moment donné, de dire pourquoi tout ça? Qui a décidé qu'il fallait que tout ça, ça soit fait pour être un bon humain? Qui a décidé ça? Dites-moi, c'est qui que j'aille le rencontrer et que j'y parle dans le casque? Parce que sérieux, on fait juste s'en rajouter. On dirait que plus le temps passe, plus on s'en rajoute. Là. C'est comme, là, après ça, il faut être des supra-mamans aussi, puis il faut être des supra-spirituels, puis parce qu'il y a ça dans le développement personnel aussi. Là, on est rendu, ça me prend des routines de fou, puis il faut que je prenne soin de moi. Puis il y a des femmes qui réussissent à mettre de la performance dans leur self-care ou dans leur... Tu sais, c'est quand tu es rendu à vouloir performer, le fait de prendre soin de toi, là, c'est parce que, regarde, c'est... c'est un pattern épouvantable. Pas l'action, le problème, là. Puis non. Tu parlais de ton yoga tantôt, c'est génial parce que c'est pas tant la sorte de yoga qui va faire que tu vas vouloir le performer ou pas, c'est toi. Oui. Tu peux faire tu pourrais être gymnaste professionnel puis ne jamais te sentir en compétition. C'est vrai. Ça part vraiment de toi. C'est pour ça que je disais, il faut revenir à se responsabiliser de comment j'aborde cette action-là. Comment je suis capable de lâcher prise sur les résultats, comment je suis capable, juste de dire, oui, c'est peut-être un yoga qui est plus physique, mais je peux très bien le pratiquer sans être dans la performance. Sans me mettre ça de pression. Partir de moi. C'est là qu'on voit que même quand tu fais des belles choses, du self-care, tu prends soin de toi, tu fais de la méditation, c'est tout ça, tu peux très bien le faire pour que ce soit négatif pour toi en étant dans la performance. J'ai plein de clientes là, qui ils font à s'en rendre malade. Là. C'est comme, puis là, ils se tassent à la tête, puis je suis pas bonne, puis moi, je suis pas bonne pour méditer. Je suis comme, comment tu peux être pas bonne pour méditer? Personne ne peut être pas bon pour méditer. Méditer, c'est juste comme, il se passe ça en ce moment. Là. c'est juste ça. J'ai une pensée. Tu as le droit d'avoir des pensées. Oui. Méditer, c'est juste te dire, j'ai eu une pensée. Méditer, c'est prendre conscience des pensées qu'on n'a pas conscience. C'est pour ça que les gens trouvent qu'il y en a... Être ici et maintenant, c'est juste ça, la méditation. Oui. C'est comme qu'il y en a, mais je ne suis pas supposée penser. Hey, bonne chance si tu réussis à arrêter le cerveau humain. Bonne chance. Si tu connais la recette, dis-moi-la. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient la connaître, mais on ne peut pas arrêter le cerveau. Peut-être qu'en Inde, dans le fond d'une grotte, avec rien autour de soi, ça se peut. Je ne sais pas. Ah ben non, mais non, parce que les Cro-Magnons, ils devaient être en train de penser à la prochaine fois qu'ils vont aller faire des enfants, la prochaine fois qu'ils vont aller chasser un lion, la prochaine fois qu'ils vont... Je veux dire, le cerveau humain... Il est fait pour rouler. Il est fait pour rouler. On ne peut pas comme l'arrêter. Par contre, on peut le ralentir. Oui. Ça, c'est autre chose, mais on ne peut pas l'arrêter. Fait que ça, il y a tout ça qui est tellement intéressant comme réflexion à avoir. Et c'est ce que je fais au quotidien, je pense, d'amener ces... j'aimerais tellement... Je te garderais en entrevue tout le temps. On fait ça pendant 3 heures! C'est tellement intéressant, je le savais que ça serait le fun. Tu as tellement des beaux sujets, ça me rejoint tellement. Tu sais, moi, je t'ai connue par les stories. On s'entend que les stories, c'est des brèves, petites apparitions, mais là, j'allais lire tes textes, j'allais voir tes... Puis là, tu fais des reels, t'es vraiment bonne. J'aime beaucoup, beaucoup te suivre. Fait que je vais inviter les gens à aller te suivre. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Puis s'il y a quelque chose que tu voulais, y a-t-il un message? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais transmettre ou partager ou parler avant qu'on se quitte? Tu as vu que j'aimais beaucoup parler. Tu me demandes de te simplifier ça en un message. J'ai juste envie de te dire à toi qui m'écoutes en ce moment que c'est possible, mais littéralement possible de vivre vraiment une vie dans laquelle tu vas te sentir exactement à ta place, aligné à qui tu es vraiment et à ce que tu veux vraiment. Puis
oui, c'est possible, ça existe. Et autant difficile que ça puisse être parfois de prendre certaines décisions pour s'en rapprocher, tu peux le faire. Mais respecte-toi, fais-le à ton rythme, sans pression. Puis la clé, je pense que c'est juste de toujours revenir à ce qui se passe en dedans de toi et de t'écouter. Parce que ton corps en a long à te dire. Vraiment, vraiment long à te dire. Alors, reviens à ton corps, reviens à ton essence, à ta base, puis écoute ce qui se passe en dedans de toi. Juste, c'est ce que je dirais pour conclure. Oh, merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci encore pour ta présence, ta générosité, tes trucs, tes conseils. Je suis sûre que les femmes qui vont t'écouter, puis peut-être des hommes aussi, on ne sait jamais, vont trouver Why not? Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Des perles de sagesse, puis des pistes de réflexion aussi, juste pour, c'est ça, arrêter de perdre notre temps, puis apprendre à s'arrêter pour se connaître, puis se choisir. Exactement. Merci. Merci encore, Annie.